Chers amis du Libre Journal de la Transmission, bienvenue à bord de notre émission d'1 heure et demie, juste après cette fête de la Toussaint, cette belle fête qui avait lieu la semaine dernière, qui nous rappelle que chaque homme est appelé à la sainteté. La sainteté dans les grandes œuvres, visibles, rayonnantes dans les siècles, nous voyons bien ce que c'est. Les statues, les vitraux, sanctuaires, basiliques, ouvrages et films les mettent en lumière comme des phares, et c'est beau, c'est grand, mais loin de nous parfois. Approchons-nous alors avec un microscope pour scruter avec Bénédicte de Saint-Germain des parcours discrets, méconnus, invisibles et pourtant irremplaçables, animés d'une espérance de feu, d'une confiance dans la providence et dans la main de Dieu tenue fermement, même dans les gros tangages, par de discrètes sentinelles. C'est tout à fait ce qui émane de votre livre, Bénédicte de Saint-Germain. Bonjour. Bonjour Valérie. Ravie de vous accueillir ici et que nous ayons tout ce temps. Merci Radio Courtoisie, je le dis souvent, merci de nous donner ce temps pour entrer dans un projet, dans une écriture. Nous allons nous approcher de personnes. Cela prend du temps, cela nécessite des nuances. Et merci à Radio Courtoisie de nous donner cet espace où nous ne sommes pas interrompus par de la publicité, où nous sommes tranquilles. Alors, approchons-nous de ces personnes que vous avez voulu mettre en lumière comme des petites abeilles du bon Dieu dans ce dernier livre, Bénédicte de Saint-Germain, le Club des Saints minuscules. Évidemment, moi, mon oreille a été attirée. Le Club des Saints, je me suis dit, ça y est, il y a un nouveau Club des Cinq. Mais non, le Club des Saints minuscules aux éditions du Cerf, qui sort en ce moment. Ces gens simples qui portent l'Église, dites-vous en sous-titre. On comprend bien que oui, petit, mais costaud finalement. Alors, Bénédicte de Saint-Germain, dites-nous comment est née l'idée d'écrire sur le sujet des saints discrets du petit peuple de Dieu, dites-vous. Alors, je suis journaliste et on m'envoie souvent à la rencontre de personnes, mais je reste toujours avec une frustration parce que quand je rencontre des personnes, c'est avec un angle très particulier. Un angle, c'est le langage journalistique, c'est-à-dire un axe, un sujet très particulier. Et je reste toujours sur ma faim, en fait, parce que les questions que je pose à cette personne, elles sont très précises, elles sont très anglais, comme on dit. Bien sûr, vous Et arrivez et puis vous avez un certain nombre de c'est ça. signes pour tout dire. Oui. Et j'imagine votre frustration parfois. Et surtout, j'ai un sujet très resserré. Par exemple, dans le livre, je fais le portrait d'une femme qui s'appelle Sylvie, dont les 2 seules filles ont été assassinées à la terrasse du Petit Carillon, il y a bientôt 10 ans. Et Sylvie, je l'ai interviewée d'abord sur le deuil. Mais en fait, en la rencontrant, c'est une femme qui est tellement extraordinaire, tellement lumineuse, que je me suis dit: «Mais il faut que j'aille plus loin, il faut que je comprenne pourquoi et comment elle tient debout et que je ne l'interviewe pas uniquement, par le petit bout de la lorgnette sur la perte de ses filles». Bien sûr. Et du coup, je me suis dit: «Il faudrait, mettre en lumière ces personnes, qui sont toutes extraordinaires, chacune dans leur domaine, et écrire un livre sur elles». Et j'ai commencé à rédiger des portraits. Je vais peut-être vous couper un tout petit peu, Bénédicte, parce que l'oreille de nos auditeurs très fidèles a peut-être réagi à l'évocation de Sylvie Pétard, Oui, oui, que j'avais reçue avec son époux, une interview. Enfin, je pense que c'est Éric. une des rencontres ici, dans ce studio, pour moi, une des plus fortes. Parce qu'ils ont écrit ce livre chez Artege, L'espérance qui nous fait vivre, Sylvie et Éric Pétard. Mmh. Et donc, c'est Sylvie que vous avez rencontrée Oui, oui, et que oui. l'on suit Mmh. dans votre club des saints minuscules. Elle qui était fleuriste, et c'est son langage d'amour Mmh. envers ses filles. Ouais, tout Ouais, à fait. racontez-nous ça. Comment avez-vous, du coup, dans cet espace cet espace d'abord que vous faisiez à votre main, à la dimension que vous vouliez, Mmh. dans ce livre, Le Club des Saints minuscules, 4-5 pages pour tourner autour d'une personne. Par exemple, restons sur Sylvie Pétard. Sylvie, comment avez-vous élargi l'angle? En fait, je me suis demandé: «Mais comment, cette femme peut-elle encore vivre aujourd'hui?» Alors que dans sa maison que je décris, sa maison crie l'absence de ses filles. Il y a des photos partout, il y a encore leur chambre, mais comment fait-elle pour rester debout?
Quand on est une mère, on est là pour s'occuper de ses enfants et là, elle ne peut plus s'occuper de ses enfants, à part prier pour elle, ce qui est déjà énorme. Mais concrètement, en fait, elle est amputée de ses bras, c'est ce qu'elle dit, mais Mmh. de ses bras, comme si elle était amputée de ses 2 bras, mais amputée de ses bras parce qu'elle peut plus s'occuper On ne peut d'elle, plus concrètement bercer. plus en prendre Mmh. soin, voilà. Et vraiment donc j'étais très, intriguée de savoir en fait quelle était la clé. Comment se fait-il que quand même cette femme soit debout, qu'elle rayonne une forme de joie? Alors, ça n'empêche pas les moments difficiles, hein, et du coup j'ai voulu aller creuser, voilà, ce qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises et du coup de faire de cette rencontre un portrait et j'avais envie de la classer parmi les saints minuscules, non pas parce que, je suis persuadée qu'elle va être canonisée, c'est pas du tout l'objet, mais c'est vraiment, une personne qui en fait, d'une épreuve, fait une occasion, de donner de l'amour, d'accueillir l'amour de Jésus et de le redonner. En fait, elle s'est pas repliée sur elle, Mmh. elle est pas toute rabougrie, Mmh. sur sa souffrance et cetera. C'est vraiment une femme qui rayonne, hein. Ouais, et puis Voilà. qui est battante, qui est Oui. battante. C'est vrai, lorsque j'ai lu cette trentaine de portraits, hein, que nos auditeurs découvriront dans ce livre vraiment plein de charme et d'émotion, hein, parfois, je me suis dit, Sylvie Pétard, c'est tout de même voilà, elle n'est pas invisible, on Mmh. la connaît, vous voyez. Oui, 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 tout Donc à fait, voilà. tout Mais à vous fait. avez Mmh. effectivement très très bien fait de la choisir. Je disais que ce livre se lit avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Et vous vous êtes présenté dès le départ comme journaliste. On sent un travail sur les mots, d'années et d'années de phrases remises sur le métier. Je trouve chez vous peu de mots pour dire beaucoup, des phrases ciselées. On entre directement, tout de suite on est en Mmh. face de la personne. C'est tout un art ça, hein, c'est l'art du verbe. Vous êtes artisan du verbe, comme disait Jean-Marie Popper. Enfin, C'est oui, votre talent, votre plaisir. en fait, je dirais plutôt que c'est mon langage, c'est-à-dire que c'est un outil, mais un outil au service d'une mission. C'est-à-dire que je suis journaliste pour transmettre à ceux qui vont lire, ce que je vais écrire, pour transmettre les émotions que j'ai reçues et surtout pour transmettre ce qui m'a émerveillée Mmh. et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est franchement, c'est très rare que je ne sois pas émerveillée par un aspect de cette personne, parce qu'elle rayonne, parce qu'elle est, parce qu'elle fait et vraiment ma mission, c'est comme ça que je considère mon travail, c'est de transmettre et si le lecteur peut me dire, «J'ai été touché par ce que vous dites» et vraiment je me dis: «La mission est remplie» Bien et sûr. voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos précédents ouvrages? Vous êtes journaliste et auteur et je pense que nos auditeurs ont entendu votre nom, Bénédicte de Saint-Germain, vous ont lu déjà. Rappelez-nous et montrez-nous un petit peu comment vous avez évolué, par quoi avez-vous commencé, et cetera. Rappelez-nous tout cela. Je sais pas s'il y a une grande logique, mais en fait, j'ai commencé par écrire un livre sur la cuisine, Ouais. qui est né parce que c'est une passion et après des heures passées, sur l'ordinateur, ma détente est vraiment, de mettre en musique, les ingrédients, les produits, comme je le fais avec les mots d'ailleurs, pour en Mmh. faire une œuvre et une œuvre qui est au service de la communion, Mmh. de la croissance des enfants et vraiment, oui, c'est ça, de la communion. Avec des choses très Voilà, saines, tout à fait, à ouais. la fois Mmh, simples, toujours bien présentées, mmh, beaucoup d'amour en fait. voilà, ouais. Mmh. C'est un peu une œuvre d'art aussi, la Mmh cuisine mh. et puis après, de fil en aiguille, un éditeur m'a commandé un livre sur les produits monastiques. Quel Heu, éditeur? pardon, c'était, MAM. C'était MAM. Un très beau livre sur les produits monastiques. Vous nous faites voyager aux quatre coins de la France, dans les monastères, les abbayes, ici des petits sablés Mmh. à la manière de Saint-Hildegarde, là des petits alcools forts. Ça, c'est un livre merveilleux que l'on trouve toujours et qui peut Oui, être une excellente idée de cadeau de Noël d'ailleurs. Commençons à y penser. le guide des produits monastiques, édité chez MAM et qui résulte aussi chaque produit résulte d'un émerveillement. J'ai rencontré chaque communauté. Alors je l'ai coécrit avec, Théophane Leroux qui est journaliste aussi et hem et j'étais émerveillée de voir comment l'histoire de chaque produit monastique, comment chaque Mmh. communauté s'est mise à le fabriquer et cetera et souvent il y a des belles histoires derrière et puis, ensuite on m'a commandé,
toujours chez MAM, des livres de prière. Prière pour ceux qui restent, prière pour être consolés, prière au fil des saisons. Ce sont des livres que j'ai beaucoup aimé Mm, écrire, où j'ai glané des prières ici ou là, et où j'en ai écrit aussi. mm. Et ce sont des petits livres dont on me dit, notamment pour prière pour ceux qui restent, prière pour être consolés, que ce sont des livres qui peuvent aider et soutenir les personnes qui souffrent. Je peux en témoigner. Merci beaucoup. Valérie. On vous connaît ainsi mieux. Et là, je pense qu'à travers ce club des saints minuscules, même si vous êtes canal, que vous dites je veux transmettre, etc., votre œil est là et on est heureux de suivre votre regard. Il pointe de belles choses, avec humour parfois, parce que je disais dans mon introduction, des gens parfois très cabossés. Vous en avez rencontré. Alors, comment se crée la confiance? Parce qu'il peut y avoir une méfiance. Vous êtes journaliste, vous allez écrire. Comment ça s'est passé? J'imagine que chaque cas est différent, mais prenez-en peut-être un symptomatique. Effectivement, quand on approche une personne dont on sait qu'elle est cabossée, comme vous disiez, par la vie, par les épreuves, en fait, on approche à petits pas et avec presque une timidité. On a peur de casser quelque chose, d'abîmer. Et donc, effectivement, il faut créer ce lien de confiance. Mais en même temps, avec plusieurs personnes, c'était des personnes qui étaient heureuses de témoigner. Ouais. Notamment, je pense à Christian, qui est un ancien hippie, drogué, dealer, etc. Et en fait, ce sont des gens qui ont été tellement au fond du trou et qui ont tellement été ramassés par le Seigneur, sortis du trou par le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait pour se convertir chaque jour, hein. Et qu'en fait, ils sont tellement reconnaissants au Seigneur de pouvoir être sortis de cet enfer, Mm, qu'en fait, pour eux, c'est une joie de témoigner, mm. de dire, mais regardez ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est exactement ce qu'a fait Christian, hein. Et vous leur disiez, vous allez avec votre prénom figurer, et votre Oui. vraie vie, évidemment, c'est ça l'objectif. Oui, vous leur disiez? Ah bah oui, Ouais, oui, et, j'ai prévenu. Oui, et oui. certains vous ont dit non, je préfère pas. Certains m'ont dit, ne mettez pas mon prénom. Oui, Ouais, oui, oui, ouais, oui, notamment les jeunes, oui. d'accord. Oui, Et oui, oui, oui. Christian, Mm. quand il a pris sa retraite d'aide-soignant, il a demandé au Seigneur à quoi l'employer. Réponse, prix. L'ancien hippie cherche encore à changer le monde, mais il a compris où se situe le vrai combat. Et une autre petite phrase pour Christian, la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, ce n'est pas la révolution dans la rue, c'est la prière. Mm. Ouais, ça a dû être extra Ah cette oui, oui, rencontre. oui. Ah mais il est drôle. Ouais, Christian, il est très, très drôle. Oui, on s'est vu plusieurs fois, oui. ouais. Oui, il est en même temps, ce que je voudrais montrer aussi, c'est que les saints minuscules, ce ne sont pas Mm, des parfaits. Et mm, nous qui aspirons à la sainteté, on ne nous demande pas d'être parfaits. En fait, on tombe sans arrêt, on se relève. Et l'important, c'est de se relever. C'est pas du tout de se lamenter parce qu'on n'arrête pas de se casser la figure. Voilà. C'est pour ça que ce livre, moi je le conseille vraiment, c'est un cadeau que l'on peut faire à des personnes seules, à des personnes âgées, à des jeunes. C'est vraiment un livre universel parce qu'il touche le cœur de tous, et en effet, c'est plein d'espérance. Oui. Parce que certains, je pense à cette maman solo qui a une vie de chien, qui est, voilà, vous mettez pas sous le boisseau toutes les difficultés Mm, matérielles. mm. Et ben pour autant, elle est toute donnée aussi. En fait, c'est ça qui la sauve. Ce qui Euh, m'a émerveillée chez elle, ouais. donc Charlotte, c'est Mm, une mère de famille nombreuse. mm, Son mari est parti, on ne sait pas pourquoi. Euh, et elle est très courageuse, Charlotte, alors qu'elle se retrouve, maintenant ses enfants sont grands, elle se retrouve le soir toute seule chez elle en semaine. Les derniers sont en pension, etc. Et, euh, et donc elle se plaint pas, elle est courageuse. Et surtout, ce qui m'a émerveillée, c'est qu'elle sait accepter l'aide des autres. mm, Et ça, le pape Léon XIV l'a rappelé récemment. Il dit, nous disons souvent, il faut que j'aide les autres, il faut que j'aide les autres, mais est-ce qu'on sait accepter l'aide des autres? C'est mm, aussi ça, la sainteté, hein. Est-ce que je sais être suffisamment humble, surtout peut-être dans certains milieux où ça se fait pas d'être une femme séparée, divorcée, etc. Est-ce que je sais être suffisamment humble pour accepter l'aide
des autres, sachant que je ne pourrais pas rendre. Mm. Je ne peux pas. Mm. Elle a aucun moyen. Elle est vraiment, elle vit avec des moyens très très simples, Charlotte. Et ça, je me suis dit, bravo, chapeau, Ouais. Ouais, ce chapeau. sont des belles leçons de vie à Oui, chaque fois. ouais, Sa devise, c'est en avant avec la grâce de Dieu. oui. On imagine Mm, cette femme mm. courageuse. C'est très beau, c'est très beau. On voyage avec vous, hein, et on voyage aussi dans les générations parce que vous avez aussi raconté la vie de saints minuscules qui sont encore très jeunes. Par exemple, Ah oui, Maxime. Maxime, oui, qui est un Mm. adolescent. Maxime, il est collégien, il est dans une école privée. Il est scout, il a un idéal extraordinaire. euh, Ça l'intéresse pas du tout d'avoir une petite amie, contrairement à tous ses camarades. Et il en souffre. Il souffre de la différence. Il souffre de ne pas arriver à créer des ponts, comme, comme dirait toujours le pape, avec les autres, puisqu'ils sont complètement sur une autre planète, on pourrait dire. Et non seulement il souffre de ce décalage, mais il est mis à l'écart. Et les autres, volontairement, ne l'invitent pas à leur soirée, ne l'attendent pas. Et c'est terrible, hein, quand on est adolescent, de ne pas faire partie du groupe. Et d'autant plus que, et c'est ça que Maxime ne comprend pas, c'est que ce sont des chrétiens. Ils ont tous été baptisés, confirmés, ils croient en Dieu, mais en fait, ils excluent Maxime qui se sent de plus en plus mis à l'écart du cercle. Mm. Et il faut qu'il tienne le coup. Et ses parents essayent de l'aider, etc. Mais c'est vraiment difficile. Donc ses seuls moments de ressourcement, c'est quand il se retrouve en vacances avec ses chers cousins qui partagent les mêmes valeurs. Donc là, il se dit, mais oui, mais c'est possible quand même, hein, c'est possible. Mais euh, et puis il faut qu'il tienne le coup, quoi. Ouais, Il doute ou ouais. il ne doute pas, Maxime? En fait, à force Mm. d'être mis à l'écart, Mm. forcément, il doute. Il se dit pourquoi est-ce que je suis tout seul à vouloir attendre pour rencontrer une jeune fille, à vouloir vivre des amitiés d'abord, etc. Pourquoi je suis tout seul? Quand on est adolescent, c'est dur, hein? Mm. C'est vraiment difficile. Et il doute, mais il tient bon, grâce au scoutisme, grâce à l'amour de ses parents, grâce à ses cousins. Et l'histoire montrera qu'il a bien fait de tenir, et surtout que cette période a porté du fruit. C'est très beau ça. Vous Mm. concluez le portrait de Maxime là-dessus en disant, mais finalement, en se retournant sur ces années passées qui ont été dures, il se dit, mais c'était un travail en profondeur pour labourer le terrain. Mm. Et ouais, c'est beau ça aussi. Vous voyez, mille facettes. Ça se lit très facilement. À chaque fois, je le disais, vous avez ce talent d'être concise, hein. C'est dur d'être court Mm. et concise, mais complète. Et donc, on rencontre vraiment ces personnes en 5-6 pages. Mm. Donc, même si vous avez, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, des personnes qui ne lisent pas beaucoup autour de vous, c'est un très bon livre pour des gens qui lisent peu, Mm. ou qui n'ont plus le courage, ou voilà, c'est très bien édité. Moi, je trouve qu'en plus, vous avez une couverture ravissante. Décrivez-nous votre couverture, Le Club des Saints minuscules. C'est vous qui l'avez choisi, vous l'avez fait avec votre éditeur? Oui, on l'a fait avec l'éditeur. En fait, ce livre est venu d'une rencontre avec l'éditeur. J'avais commencé à écrire certains portraits et j'ai rencontré par hasard le frère Philippe Verdun, qui est éditeur au Cerf. Et nous avons déjeuné ensemble à Montlégion, où je travaillais à l'époque. Et j'étais à côté de lui et il me dit: «Oh, moi, je rêve d'un livre où on pourrait mettre en valeur des personnes tout à fait minuscules, oui. Par exemple, les sacristains, Mm. ceux qui remettent des bougies dans les églises, ceux qui font le catéchuménat, etc. Mais voilà, et je lui dis: «Mais ça alors?» J'ai commencé à écrire des portraits et c'est comme ça que ça s'est fait. Beau. Et donc quand on a parlé de la couverture, en fait, l'idée était de montrer une église immense et puis des saints, des personnes minuscules qui, en fait, on voit tout au fond une personne qui passe le balai. La dame qui est devant, en fait, elle vient sans doute de préparer les bouquets de fleurs. Le monsieur qui est à genoux,
Je ne sais pas trop qui c'est, mais Il a enfin l'air lui heureux. aussi, Il oui, a eu oui, une bonne oui, nouvelle. il est Il vient bien, dire merci. voilà. Et il y a le petit scout aussi, qui tient le coup, hein, Avec le son petit foulard Maxime. sang et or. Ouais, exactement. C'est un petit scout de Riomont. Oui, donc voilà cette couverture, et avec ces rayons, qui traversent les vitraux quand même, qui les éclairent. Ouais, c'est Ouais. très charmant. Mmh. On sent par cette couverture qu'on n'est pas en face d'un essai qui Oui, va. cérébral. C'est pas cérébral, c'est la vie. C'est la vie, mais Oui, c'est magnifique. Moi, ouais. vraiment, je suis très, très touchée. Donc, vous êtes entré dans la vie de ces personnes. Vous venez d'évoquer Lina qui change les bougies. C'est rien du tout. En même temps, c'est beaucoup. Vous dites qu'il porte l'église. Oui, exactement. Mmh. Mais alors, je vais vous aller plus loin. Nous venons de vivre la Toussaint. On a compris ce qu'est la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, etc. Chemin mystérieux. Qui sait finalement si sa vie, au moment où il ferme les yeux, à l'heure finale, s'il a bien rempli cette mission. Est-ce que c'est pas un peu risqué de dire aux gens, vous êtes saints, vous êtes saints, sancto subito Alors je me suis bien gardée de leur dire, quand je leur ai demandé leur accord pour, publier leur histoire. Évidemment que le mot saint, c'est une expression, évidemment qu'ils vont pas être canonisés. D'abord leur vie n'est pas terminée, enfin à part celle de Bénédicte, mais c'est une vie qui est terminée sur terre, mais qui continue au ciel. On va en reparler de Oui. Bénédicte. Donc je me suis bien gardée de leur dire, que je les canoniserais. Mais en fait c'est C'est plutôt un jeu de amusant, mots. en fait, c'est un jeu de mots, voilà. Mais Heu, on mmh, comprend que c'est le salut dans les petites choses oui. néanmoins. Des Mmh. petites choses. Est-ce qu'il y a des petites choses? Est-ce que tout n'est pas finalement un moment de... On tisse pas l'éternité lorsqu'on va faire attention à la personne qui est sur le palier toute seule voyez? Exactement. On De toute tisse façon, de notre l'éternité. oui, c'est là que le Seigneur nous attend, c'est dans les Ouais, petites choses, les dans petites le choses. quotidien. Mmh. Et c'est d'ailleurs, c'est en nous préparant dans le quotidien qu'on pourra en faire des grandes choses. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a des saints qui ont réussi, alors canoniser ceux-là, qui ont vraiment donné leur vie jusqu'au martyre? C'est parce que ça avait été préparé par une succession de petits oui, ils ont dit chaque jour, des petits oui, à l'amour de Dieu. Qu'ils ont accueilli à chaque fois et qui leur a permis de ne pas rester centrés sur eux, mais du coup de se donner et d'être de plus en plus à l'image du Christ. Et puis on pense aussi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait ramasser une épingle, Mmh. mais le faire pour l'amour de Dieu. Ouais. Ça dépend aussi pourquoi on fait les Ouais, ouais, choses. ouais. Pour la plus grande gloire de Dieu ou pour ma petite gloriole. Ouais. C'est vrai que les services dans l'église, ça peut être parfois pour sa petite gloriole. Alors ça, c'est aussi un peu le problème de certains bénévoles qui se considèrent comme propriétaires de leur Mm. charge Mm. et qu'on n'arrive pas à déloger au bout d'un certain temps. Mais en général, ce sont des personnes quand même dévouées, alors qui ont leurs défauts, hein, le sacristain qui passe le balai, un peu trop fort, quand, on est en train de dire le chapelet, bah oui, c'est énervant. Ou celui qui rouspète parce que vous n'avez pas rangé, les bougies au bon endroit, c'est agaçant. Ils ont leur travers, mais enfin ils sont là, hein. Et Mm. maintenant les sacristains, la plupart sont bénévoles, hein. Tout à fait. Et c'est un travail qui nécessite de se lever tôt, d'être dans la fidélité, hein, et alors là, vraiment les petites choses, hein. Et puis on pense à tous ces diocèses où il y a très peu de prêtres et qui ont je ne sais combien de clochers. Mm. Heureusement qu'il y a tous ces bénévoles qui préparent la messe. Le prêtre arrive un peu sur les chapeaux de roue et il repart assez vite après la messe dans une Ouais. petite église peu ouverte. Mm. Autrefois, peut-être, le prêtre faisait lui-même des choses en étant dans son église pour accueillir les gens. Il avait le temps. Là, c'est... Donc oui, il faut toutes ces personnes et tant mieux, hein. C'est tout le peuple de Dieu, c'est ce que vous dites dans votre introduction. Mm. C'est un vrai peuple. Nous avons évoqué ces personnes qui aident. Ça me fait penser à cette figure de prêtre qui est le père Emmanuel. Il est très, très... j'allais dire crédible, évidemment, ils sont tous crédibles puisqu'ils sont vrais. Mais, mais on a l'impression de l'avoir rencontré, le père Emmanuel, qui demande à son évêque d'aller un peu en eau profonde. En mission.
en mission. presque, ouais. Sauf Mm. que sa mission, elle n'est pas en Afrique, elle est en C'est France. c'est ça. C'est un prêtre qui existe, hein, qui m'a bien donné son accord pour publier le témoignage, qu'il a relu, voilà. Et qui vient d'un diocèse bien gâté. Il avait été curé d'une grosse paroisse. Et il s'est dit, je suis encore jeune, j'ai encore des forces, où puis-je servir maintenant? Et donc il a pris contact avec l'accord de son évêque, il a pris contact avec 3 diocèses. Et on lui a proposé plus ou moins de choses. Un diocèse n'avait pas trop besoin, et il a fini par atterrir dans un diocèse peu gâté en prêtres, et l'évêque lui a confié la cathédrale. Et alors, ce prêtre, en fait, pourquoi je suis allée le voir? Parce que il m'a impressionné. Parce qu'il arrivait d'une grosse paroisse où il claquait dans les doigts, il avait 10 bénévoles qui se levaient pour faire quelque chose. Et là, il est arrivé dans une paroisse où il y avait 10 bénévoles pour tout faire. Mm. Tout. Le Mm. catéchuménat, la préparation au baptême, la préparation au mariage, la sacristie. Et avant, il avait un sacristain qui était salarié. Là, il y avait que des bénévoles. Et donc, il a vraiment déchanté, et il a d'autant plus déchanté qu'on lui avait collé une image de curé parisien, Mm. parce qu'il arrivait de banlieue parisienne, et on s'est dit, qu'est-ce qu'il vient nous faire, quoi, le Mm. Parisien, qu'est-ce qu'il vient mettre son nez dans nos affaires? Donc, il n'a pas été très bien accueilli. Donc, les 2 premières années ont été assez difficiles. Mais il s'est accroché, et ce qui est magnifique, c'est que c'est vraiment un prêtre. C'est un prêtre. En fait, il a la foi, et ce qui le constitue, c'est de célébrer la messe Mm. tous les jours. Mm. Et ça, c'est sa foi qui lui a permis de tenir dans cette traversée de la Manche, on pourrait dire, et qui est bien tempétueuse, quoi. Et Ouais. qui se termine bien. Oui, Hein, oui, voilà. oui, 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 oui. Ah ouais. Mais il a fallu qu'il secoue un peu tout le monde, hein, qu'il aille voir chaque clocher, les paroissiens ces paroissiens qui sont maintenant dans des Mm. clochers, Mm. en leur disant, écoutez, si vous ne m'aidez pas, il se passera rien, hein. Je vais vous poser une question un peu personnelle, hein. Vous pouvez esquiver, hein, j'irai pas. Mais Bénédicte de Saint-Germain, avec toute votre expérience de journaliste, d'auteur, de beaucoup de rencontres, vous l'avez dit, vous avez été à Montligeon, vous avez certainement rencontré beaucoup de gens qui venaient puiser là des forces. Bref, en écrivant, en rencontrant ces personnes, cette trentaine de témoins pour le Club des Saints minuscules, aux éditions du Cerf, eh bien, je voudrais savoir ce qui vous a changé. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Est-ce que ces rencontres ont changé Bénédicte de Saint-Germain? Mais en fait, depuis que j'exerce ce métier, tout me change. Tout me change. Ce prêtre qui tient bon alors que l'épreuve dure, pendant 1 an, il n'est pas invité à déjeuner, il n'est pas invité à dîner, on lui bat froid. Je me dis, mais moi, est-ce que je suis capable de tenir quand l'épreuve dure? Et d'être un peu comme les Hébreux, vous savez, qui traversent la mer Rouge, et puis qui après sont 40 ans dans le désert avant de voir la terre promise. Eux l'ont fait, alors pourquoi pas moi? Mm. Et de fait, j'ai été confrontée à des épreuves qui duraient, et je me suis dit, mais ils l'ont fait, donc oui, moi je peux. Je peux. Et après le désert, j'entrerai en terre promise. Et pour le Père Emmanuel, c'est très net, c'est ce qui s'est Mm. passé. Pour Maxime, c'est ce qui se Maxime passe. nous l'avait dit, cet adolescent qui était très seul, plein d'idéal, Mm. et finalement, il a pu accomplir donner tout ce qu'il voulait donner. Et pardon Valérie, Ouais, mais pour Sylvie Pétard ouais, toujours, mais bien sûr. en fait, ce qui l'a fait tenir, c'est la louange, la prière d'action de grâce. Mais là, je me dis, bah, forcément que ça me touche. Je me dis, mais attention, Bénédicte, est-ce que tu es assez dans la louange, dans l'action de grâce, etc. Et Mm. non, mais chaque personne me fait changer, forcément. Vous Mm. avez évoqué tout à l'heure, parmi ces portraits, celui de Bénédicte, journaliste comme vous, qui était votre amie, qui a traversé elle aussi une grosse épreuve. Sa terre promise, ça a été le ciel. Vous en parlez avec beaucoup de tact, de pudeur, et en même temps de force, hein. Là, pour le coup, ça vous a changé. Ah oui. Mais elle, Bénédicte, de toute façon, elle m'a toujours
impressionnée d'abord parce qu'elle a vécu un célibat non choisi pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée à 50 ans. Et je me souviens très bien, elle m'a dit: «Ce célibat, heu, je ne vais pas le subir. Je vais pas, le passer à attendre de rencontrer celui qui deviendra mon mari. Et je veux en faire un temps de fécondité». Et j'en suis témoin. Cette femme, elle s'est engagée auprès des personnes handicapées. Elle a été d'une écoute extraordinaire pour ses amis, pour sa famille. En fait, elle a vraiment donné sa vie dès dès ses 20 ans, si vous voulez. Mm. Et c'est ce qui explique comment elle a pu mourir en donnant sa vie de cette manière. Accepter de renoncer à un mari qu'elle aimait profondément et qu'elle avait épousé seulement 5 ans avant. Accepter, oui, de renoncer à sa palanquée d'amis, elle en avait partout, Qui l'ont et beaucoup quitter soutenue ce monde. d'ailleurs Oui, quand elle oui, a annoncé oui. son Mmh. cancer, Ouais, tumeur au ouais. cerveau. Oui, il y a eu beaucoup de chaînes de prière. Espoir peut-être de rémission, du temps donné, Mmh. alors qu'on lui donnait très peu de temps. Ouais, Elle a encore vécu 2 ans oui, et voilà, elle en a fait quelque chose de fructueux. ouais. Tout Ouais. ça a été préparé par, en fait, Mmh. c'est cette traversée du désert qu'elle a vécue, ce célibat, C'est très beau ça. heu, très, très voilà. Mais dont elle s'est pas repliée sur elle, elle en a fait un temps de don. Mmh. En fait, les saints minuscules, ce sont des dispositions et des gestes de sainteté minuscules, en fait, Oui, qui sont posés comme ça, hein, c'est mais ça, c'est pas en même temps, ce ne sont pas, des gestes volontaires. C'est-à-dire que oui, on fait notre part, mais les saints minuscules, en fait, ils accueillent la grâce pour pouvoir avancer. Et s'ils tombent, c'est ce qu'a très bien montré sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pas grave, ils se relèvent. Ce qu'il faut, c'est se relever. Et parce qu'évidemment que ce ne sont pas des gens, parfaits, lisses, et cetera, et qui pratiquent les vertus, à la force du poignet. C'est vraiment des gens qui sont, unis au Seigneur, qui reçoivent la grâce, et c'est ça, en fait, la sainteté, c'est recevoir la grâce instant par instant, pour finalement s'effacer, pour que le Christ vive en soi et Mmh. prenne toute la place. Et que notre pauvre petit amour, nos pauvres petits actes d'amour et de don de nous, en fait, deviennent l'expression de l'amour du Christ pour les autres. C'est ça la sainteté, hein. Et c'est dans les petites choses. Hem, vous avez développé par votre métier et puis par votre tempérament, hein, une grande, capacité d'écoute. J'aimerais bien que vous disiez à nos auditeurs de Radio Courtoisie dans ce libre journal de la transmission, beaucoup sont en situation de transmission parmi nos auditeurs, parents, éducateurs, et cetera, grands-parents. Qu'est-ce que vous diriez sur cette capacité d'écoute? On parle beaucoup, hein, et comment ouvre-t-on ses oreilles? Comment est-on près de la personne qui a besoin de parler? Alors, je crois que j'ai pas de leçon à donner puisque je suis pas la professionnelle de l'écoute, voilà, Votre point de vue. mais Hem, arriver sans préjugés, c'est déjà énorme. Quand j'ai rencontré Christian, c'était un colosse avec des cheveux très, très longs et une barbe très, très longue, on aurait cru le Père Noël, qui arrivait comme ça, avec, une chemise un peu tachée, et cetera. Bon, si j'avais eu des préjugés, je me serais dit: «C'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il va» j'aurais eu des filtres, vous voyez? Mmh. Et en fait, essayer, et le pape nous y invite beaucoup, hein, d'aller à la rencontre de l'autre, de lancer un pont vers lui, heu, en étant simplement disponible à ce qu'il va nous dire, et en essayant d'ouvrir, toutes nos capacités, tous nos sens, pour pouvoir, le comprendre, enfin essayer d'en faire le Mmh. tour, le Mmh. sentir. Mmh. Parce qu'évidemment, il y a pas que ce qu'il dit qui Mmh. compte, il y a ce qu'il rayonne, ce qui émane de lui. Donc en fait, c'est ça, pas de préjugés, je trouve, et s'efforcer d'être complètement disponible et d'accueillir ce que nous dit la personne,
euh, sans juger, et en même temps en essayant de comprendre. euh, Quand on interviewe quelqu'un, on guide quand même l'interview, on veut comprendre quelque chose. Mm. On ne le laisse pas raconter tous les détails de sa vie, etc. Voilà. Mhm. Et de fait, si je pouvais pratiquer ça dans ma vie quotidienne avec mes enfants et mon mari, ça serait formidable. Nous tendons vers. Voilà. Nous sommes tous comme ça. Et puis, donner du temps, arriver sans préjugés, ça laisse aussi le temps au petit masque de tomber, d'aller au cœur chercher la pépite Mm. ou le gros poids qui pèse. Je pense à Pascal, cet agriculteur. On lit, on commence son portrait, on l'imagine sur son tracteur, c'est dur, voilà, la terre est dure, il le dit, c'est pas un conte de fées. Puis petit à petit, et puis on comprend qu'en fait, il y a eu un immense drame dans sa vie. Il y a eu 2 drames dans sa vie. Hein. Et il vous les a racontés d'emblée, ou bien c'est venu tout doux, tout non. doux? Ouais. Ah oui, ça, je vais pas déflorer l'histoire Non. de Pascal, mais c'était très étonnant, hein, parce qu'on a passé du temps dans ce petit salon qui est complètement tapissé de cadres, où il y avait les fleurs préparées par sa femme, etc. Donc c'était une longue conversation, et c'est simplement à la fin que... Parce que moi, je me disais, non, mais c'est pas possible. Là, pour le coup, ce Pascal, c'est quelqu'un... Je me suis dit, mais comment peut-on être donné à ce point-là? Comment peut-on passer sa vie? C'est un bénévole de Saint-Vincent-de-Paul. Je n'ai pas donné le nom de l'association, mais comment peut-on passer sa vie à aider les autres Mm. au prix, alors que ça lui coûte, ça le fatigue, mais il passe sa journée à organiser peut-être un goûter pour les pauvres, et puis après, le soir, il va aller chercher un réfrigérateur pour le déposer chez une vieille dame qui a été installée dans un foyer, etc. Mais il ne se repose jamais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il faut que je comprenne. Et à force de parler avec lui, au bout d'une heure, il m'a confié son secret. Et en fait, son secret, c'est qu'il a vécu de terribles épreuves dans sa vie, donc qui l'ont fragilisé, qui ont fait qu'il n'arrive pas en position de je vais tout faire, je suis sachant, je suis puissant, et qu'en fait il laisse l'amour de Dieu circuler à travers lui. Mm. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc voici l'un des témoins, l'une des personnes, belles personnes que nous rencontrons grâce à Bénédicte de Saint-Germain dans le Club des Saints minuscules, ces gens simples qui portent l'Église, aux éditions du Cerf. Un très joli livre à s'offrir, à déguster, peut-être à relire aussi. Peut-être c'est comme quand on rencontre quelqu'un, on croit en avoir fait le tour, on y revient. Je pense que ces portraits méritent aussi d'être lus et relus. Je vous le disais, lecture facile, vous pouvez vraiment le donner très 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 largement, y compris à des gens qui ne sont pas chrétiens, hein, parce que ce sont nos voisins, nos frères, les gens qu'on croise en permanence, hein, donc c'est très universel. Merci beaucoup Bénédicte de Saint-Germain d'être venue à Radio Courtoisie nous présenter ce livre qui vient de sortir. Voilà, merci, c'était presque votre premier entretien sur le livre peut-être. Oui, tout à fait. Merci infiniment de votre confiance. Nous allons faire une petite pause musicale choisie par Claudia, chers amis, et nous allons aborder un autre sujet qui, j'espère, va autant vous passionner. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici à nouveau ensemble après cet intermède musical charmant pour une nouvelle partie, un nouveau sujet. Mais avant cela, je voudrais vous annoncer un colloque qui va avoir lieu le samedi 15 novembre 2025, l'après-midi de 14h à 19h, à la Maison de la Salle rue de Sèvres à Paris. Un colloque organisé par Famille et Liberté sur la natalité. Chers amis, vous le savez, nous sommes dans
une espèce de spirale descendante des jeunes qui se disent qu'ils ne veulent plus donner la vie. Beaucoup d'avortements par rapport aux naissances. Voilà, il est de notre devoir à tous de nous pencher sur cette question-là. C'est ce que nous propose l'excellente association Famille et Liberté avec ce colloque Natalité, déclin irréversible, point d'interrogation. Donc non, ça n'est pas irréversible. Vraiment, je vous engage à vous rapprocher de l'association. Vous pouvez le faire par assoconnect.com. Assoconnect.com, natalité, déclin irréversible. Vous tomberez sur la page d'inscription. Le programme est extrêmement intéressant. Il y aura même une table ronde qui sera dirigée par notre chère Liselotte Dutreuil, journaliste de la matinale à Radio Courtoisie. Il y aura Marie Darmagnac, journaliste française, éditorialiste à Valeurs Actuelles, autour de Matteo Salvini, l'indiscipliné. Elle a été l'auteur de ce livre. Elle a écrit un livre sur Giorgia Meloni. Elle viendra également témoigner de ce qui se passe en Italie. La France en dénatalité, donc vous aurez Gérard-François Dumont, vous savez, qui est démographe, éminent démographe, professeur à l'université de Paris 4 Sorbonne. Je pense que vous pouvez, ce jour-là, chers amis, trouver de vraies réponses aussi dans une mission de transmission. C'est vraiment l'objet de notre émission ici. Avoir des arguments, pouvoir dire la beauté de la vie, pouvoir réfuter tous ces espèces de gros rideaux noirs woke qui tombent devant les yeux des jeunes. Il y aura aussi le professeur Jean-Didier Lecaillon. Il y aura Être parent aujourd'hui. C'est la table ronde qui sera animée par Liselotte Dutreuil avec Azilis Lecor et Victor Aubert. Ça sera la fin, ça viendra clore cette journée et je pense que ce sera une clôture extrêmement dynamique. Donc, chers amis, le samedi 15 novembre, après-midi, à Paris, à la Maison de la Salle, rue de Sèvres, dans le 7e. Famille et Liberté vous attend pour vous donner des armes, pour vous... diagnostic et cure, toujours. Et à mon petit niveau, que puis-je faire ? C'est vraiment là, dans ces dispositions-là, qu'il faut se former. Alors voici pour cette parenthèse, et je suis très heureuse dans cette deuxième partie d'émission d'accueillir Ariane de Medledge. Bonjour madame. Bonjour madame. Ravie de faire votre connaissance. Nous avons correspondu par écrit, mais je suis très heureuse de vous recevoir. Et d'ailleurs, c'est Bénédicte de Saint-Germain qui reste dans le studio, qui nous a mis en contact et je l'en remercie parce que vous allez nous parler pendant cette partie d'émission d'une très belle exposition qui se prépare, Nagasaki, 9 août 1945, 11h02. Exposition qui aura lieu à la mairie du 5e arrondissement. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quel est l'objectif de cette exposition ? Qu'allons-nous voir ? Qu'allons-nous trouver ? Et pourquoi l'avoir montée ? Merci beaucoup, madame, de votre accueil et de cette occasion que vous donnez, en fait, à travers ma modeste personne, au commissaire de l'exposition, de témoigner de ce qui les a portés. Donc, c'est une exposition qui, dans le cadre du 80e anniversaire, en fait, du bombardement atomique de Nagasaki, rappelle le drame qui s'est produit et montre le chemin de résilience qui a été suivi par les Japonais. Chemin de résilience porté par l'association des Hibakusha, notamment les victimes de la bombe atomique, qui ont reçu en 2024 le prix Nobel de la paix. Chemin de résilience qui s'exprime par l'accueil en 2025 de l'exposition universelle à Osaka. Et chemin de résilience qui a été beaucoup porté par... en fait, la force chrétienne des habitants de Nagasaki, puisque Nagasaki était le berceau des chrétiens du Japon depuis le XVIe siècle. Voilà. Alors, abordons ce point déjà. Pourquoi la bombe est-elle tombée à Nagasaki sur ce quartier chrétien ? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances. La bombe est tombée, non pas sur le quartier chrétien, même si dans les faits ça l'est, mais sur le pôle industriel de Nagasaki. Le quartier chrétien était entre deux usines Mitsubishi.
La bombe est tombée à Nagasaki parce que les Américains voulaient frapper vite et fort le Japon, voulaient tout mettre par terre et pilonner entièrement Tokyo et détruire les grands centres industriels. Au fur et à mesure des pourparlers de sortie de guerre qui commençaient à s'amorcer, les Américains ont senti que les Japonais ne voudraient jamais qu'une reddition soit totale au prix de la suppression de l'institution impériale. Donc ils ont durci de plus en plus leur position. Et sur la liste des villes, Nagasaki ne figurait pas. En fait, au départ, c'était Kyoto qui devait figurer. Et puis de fil en aiguille, alors je ne sais plus si c'est le secrétaire d'État à la guerre ou Truman, mais l'un des deux a dit non, on ne va pas mettre Kyoto, et donc on a trouvé Nagasaki parce que c'était un centre industriel. Voilà. Et puis après, le jour J, en fait, 3 avions étaient chargés de cette opération. Un qui portait la bombe, un qui portait les instruments de mesure, un qui devait prendre des photos. Et là encore, à nouveau, les aléas. Des bombardements précédents avaient créé des nuages de cendres, la météo proposait un ciel chargé de nuages, et donc les avions ont eu du mal à se rejoindre au-dessus de Kyushu, donc l'île où est Nagasaki, et notamment le dernier qui portait des photos n'était pas au rendez-vous. Donc les 2 autres, pour ne pas perdre de carburant, devaient aller vite. Et le pilote qui portait la bombe, en arrivant autour de Nagasaki, a reconnu à peu près le site industriel, et donc profitant d'une trouée de lumière et devant la force des nuages, a vite lâché sa bombe pour que les 2 avions puissent après rentrer, ait assez de carburant pour rentrer. Et la bombe est tombée à 580 mètres au-dessus du village d'Urakami. C'est ça. Vous avez parlé des survivants auxquels on a rendu hommage, là, etc. Et il y en a un qui était à Hiroshima quelques jours avant, qui a survécu au bombardement d'Hiroshima, qui est rentré chez lui au prix de 1000 efforts. Chez lui, c'était Nagasaki. Il a vécu 2 bombardements et il en a été survivant. C'est une histoire incroyable. Mais il y a un autre témoin incroyable dont on parle de plus en plus, j'ai l'impression, c'est Takashi Nagai. Est-ce que vous pouvez nous parler de Midori, sa femme, et Takashi Nagai? Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant de mettre en rapport Hiroshima et Nagasaki, parce qu'en fait, l'atmosphère culturelle, religieuse n'était pas la même dans les 2 villes. Et parmi les survivantes victimes, en fait, on a constaté, en faisant des études, je crois qu'il y a un chercheur australien notamment qui s'est penché sur les survivants de Nagasaki, qui a dit c'est impressionnant parce que on dirait que le berceau chrétien de Nagasaki a donné une force d'acceptation et de résilience qui n'est pas à Hiroshima, laquelle ville est plus marquée par la colère. Il disait les habitants d'Hiroshima grondent, sont en colère, les habitants de Nagasaki prient. Et Takashi Nagai, justement, est une de ces grandes figures qui a offert toute sa vie, au départ pour soigner les gens, et à la fin pour encourager, soigner et donner un sens à cette épreuve atroce. Je fais le lien avec l'intervention de Bénédicte sur les minuscules. Takashi Nagai, c'était un minuscule petit monsieur. Et en même temps, c'était aussi quelqu'un de très modeste, en fait. Mais c'est quelqu'un dont la vie a été un authentique chemin de croix. En fait, il est né, je vous parlerai de sa femme après, mais je trouve que c'est intéressant de regarder déjà cette destinée. Il est né en 1908, donc pour moi, c'est l'année de naissance de ma grand-mère, par exemple. Donc, on est une génération, en fait, qui connaît cette génération. Il était fils d'un médecin oriental et d'une fille de samouraï. Et donc, il était pétri de la culture japonaise orientale, passionné par la médecine. Et c'est ce qui l'a poussé à faire ses études de médecine. Il arrive à l'université dans les années 30, dans une université très influencée par l'Occident, donc très matérialiste, très influencé par le scientisme, le positivisme. Et donc pour lui, l'idée d'une religion, bien qu'il ait été élevé dans le shintoïsme, ça devient une fable un peu dérisoire.
Mais en 1930, on le rappelle chez lui parce qu'il était. Alors, il part à l'université de Nagasaki. On le rappelle chez lui parce que on lui dit que sa mère va mourir. Et il assiste au dernier moment de sa mère. Et il a un moment de saisissement parce que sa mère, juste avant d'expirer, le regarde avec une intensité incroyable. Et là, il réalise, c'est une expérience mystique en fait. Enfin, il réalise que en réalité, l'âme de sa mère existe et qu'elle ne va pas mourir. Donc, joint au choc émotionnel que représente le fait de perdre sa mère, c'est le début d'un questionnement. Et il se demande si finalement il n'y a pas une autre dimension de la vie que la dimension purement horizontale que la science moderne étudie et explique en cherchant à résoudre tous les comment. Et à partir de ce moment-là, pour creuser, il se dit, mais au fond, il y a à Nagasaki des chrétiens. Et il se fait loger dans une de ces familles pour essayer de découvrir comment ils vivent, de quoi ils vivent et ce qui les porte. Voilà. Chez ces gens, en fait, il tombe chez une famille qui est une dynastie de chefs de clans chrétiens. Parce que clan, pas au sens des clans japonais traditionnels, mais clan au sens de familles de chrétiens persécutés qui ont dû se cacher pendant 250 ans et qui transmettaient leur foi de façon très discrète, mais très courageuse aussi, puisqu'il y a eu des persécutions terribles à partir de la fin du XVIe siècle. Et donc, il tombe chez un des chefs de clan, sa femme, et leur jeune fille, Midori. Voilà. Il les regarde, il discute, il est frappé par le climat qui règne dans cette maison. Il est sensible aux charmes de Midori, certainement aussi. Et de fil en aiguille, alors il lui arrive une première chose en 1932, au moment où il est médaillé de l'université et où il s'apprête à déclamer un discours parce que l'université veut l'honorer. Il est obligé de renoncer à cette marque d'honneur parce qu'en fait il a une méningite et donc il est très malade et en plus il devient sourd de l'oreille droite. Ça va influer sa carrière, puisque sourd d'une oreille, il ne peut plus utiliser un stéthoscope. Et donc, il va se concentrer sur ses yeux et il va devenir radiologue. Voilà. Donc, deuxième épreuve. Première épreuve, la mort de sa mère. Deuxième épreuve, en 1932, sa surdité. Il continue à être chez les Midori. Certainement, ça l'aide aussi beaucoup à avancer, à supporter. Et hiver 1932, Noël 1932, il va à la messe emmené par Midori. Et là, il a une expérience mystique, encore, c'est-à-dire la perception d'une présence d'amour adressée à lui personnellement, qui en fait le déborde, l'entoure, veille sur lui. Voilà. Et donc, il se dit, il y a vraiment quelqu'un, en réalité. Donc, il continue à chercher, à explorer. Il faut dire aussi qu'il va avoir un patient tout à fait étonnant, qui sera le père Maximilien Kolb, franciscain, venu au Japon parce qu'il était convaincu qu'il avait une mission à construire au Japon, tombe malade, rencontre le docteur Nagai et se fait soigner par lui. Et c'est le début de beaucoup de discussions. Alors quand on sait la ferveur mariale du père Kolb, la façon dont il est mort, on se dit que c'est étonnant, cette rencontre de ces deux hommes. Et donc, Takashi Nagai se convertit en 1934, se fait baptiser, prend le prénom de Paul en l'honneur de saint Paul Miki, un des martyrs de la grande persécution de 1597, et demande sa main à Midori, qui est très heureuse de sa conversion et de fonder une famille avec lui. Et tous deux goûtent vraiment un grand bonheur en se disant que l'éternité s'ouvre pour eux. Voilà. Et puis en fait, manque de chance, destin, pas manque de chance, mais en 1937, Takashi Nagai est envoyé participer à la guerre sino-japonaise. Donc il part en Mandchourie, il y reste jusqu'en 1940, encore une troisième station de son chemin de croix. Et là, il découvre les horreurs de la guerre et en fait la dureté des Japonais face aux Chinois. Bon. Et donc il découvre à quel point la guerre est vraiment un affrontement de haine. Et en bon médecin, il s'attache à soigner tous les blessés, tant chinois que japonais. On pense un peu à des grandes figures de médecins. Voilà, en littérature, on peut penser au père de Nadia Fedor dans Michel Strogoff, mais il y a eu des médecins réels aussi qui se sont dévoués pour tous les malades de tous les camps dans beaucoup de guerres. Et en 1940, il reçoit une lettre lui annonçant la mort de son père et également la mort de leur deuxième petite fille. Voilà, ils avaient eu un premier enfant, Makoto,
en 1935. Ils avaient une petite fille en 1937, dont j'ai oublié le prénom, et qui meurt. Et donc, il a le droit de rentrer, en fait, pour s'occuper de sa femme et de ses enfants, et puis faire le deuil de son père. Donc, il rentre, et le Japon continue à mener des guerres larvées dans le Pacifique et rentre en guerre frontalement contre la Grande-Bretagne et les États-Unis en 1943. Donc Takashi Nagai, qui continue à se donner à l'hôpital à ses études de médecine, qui devient un brillant docteur, soigne aussi les malades, les blessés. Et en 1945, un premier raid aérien sur Nagasaki va faire déborder de blessés l'hôpital. Takashi Nagai, qui déjà avait soigné avant des tas de jeunes de la tuberculose, donc faisait énormément d'examens radiologiques, va également là intensivement, en juin 1945, faire radio sur radio sur radio. Et donc il apprend, peu de temps après, qu'en fait, il a contracté une leucémie à cause du rayonnement radiologique des examens qu'il a fait en continu depuis son retour de 1940. Donc il sait à partir de ce moment-là qu'il n'aura plus que 3 ans à vivre. Donc il se sait en sursis jusqu'en 1948. Midori, qui a une foi intense, l'accueille en lui disant « Mais nous allons vivre ça, et c'est une épreuve demandée par Dieu, et nous allons la traverser. » Et donc il est galvanisé et remonté par sa femme. Donc il y a vraiment un très beau dialogue conjugal. Au départ, dans l'attente de Midori que Takashi se convertisse, au milieu, dans la reconnaissance de la beauté de Midori par Takashi, et à la fin, dans la façon dont tous les deux vont s'entraider pour affronter le drame de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc Takashi continue à mener ses œuvres de médecine. Alors sa leucémie est chronique, donc elle lui laisse quand même encore des forces. Et puis voilà que... Le 6 août, ils apprennent le bombardement d'Hiroshima. Ils pressentent, parce que ce sont des êtres profondément intuitifs, que ça va sûrement mal se passer sur le reste du Japon. Et ils décident d'envoyer leurs enfants à la campagne chez leurs grands-parents. Mais Midori reste aux côtés de Takashi, donc de leur maison, qui est à 500 mètres de la cathédrale d'Urakami, le quartier nord de Nagasaki. Et Takashi continue à aller à l'hôpital soigner les blessés. Et le 9 août... nouvelle station du chemin de croix, la bombe tombe. Takashi, alors elle tombe au-delà du centre-ville de Nagasaki, mais elle va jusqu'à Nagasaki. Donc Takashi est soufflé dans l'explosion, comme beaucoup d'autres. Il en laissera des témoignages profondément vivants. Son artère fémorale est rompue par un éclat de verre. Il est enfoui sous les décombres. Et donc, comme son artère fémorale est rompue, normalement, il devrait mourir. Mais une vieille dame qui était là, dans les patients, lui dit « Tenez, voilà de l'eau de Lourdes ». Alors, c'est une chose qu'on ne trouve pas partout. Moi, je l'ai trouvé sur un site marial. C'est un témoignage un peu... Voilà, vous ne trouverez pas ça dans les livres écrits par Takashi Nagai. On va donner toutes les références des livres parce que vous racontez tellement bien à Ariane de Medledge, on pourrait vous écouter des heures. On y est. Et donc, je pense que nos auditeurs voudront en savoir plus sur Midori et Takashi Nagai. Et nous donnerons toutes les références des livres, les cloches de Nagasaki, etc. Mais allez-y, continuez avec l'eau de Lourdes. Donc, elle lui donne, lui permet de badigeonner sa blessure avec de l'eau de Lourdes. Et miraculeusement, en fait, il revient à lui et il peut continuer à soigner les blessés. Donc, on a une photo de lui avec la tempe enveloppée de bandages, etc. Je vais un peu vite. Après ça, en fait, il est obligé de rester dans son hôpital. Et donc, c'est seulement... Vous voyez, la bombe est tombée le 9 août. C'est seulement le 11 août qu'il pourra rentrer chez lui. Et là, il va voir sa maison entièrement soufflée. Encore une station de chemin de croix. Et il va trouver les os de sa femme. Voilà, calcinée. Donc sa femme fait partie des victimes immédiates en fait du bombardement. Il la reconnaît parce que autour de son poignet, il reconnaît son chapelet. Voilà. Et donc il est en larmes évidemment, et il va falloir penser à la suite. Donc ses 2 enfants sont survivants. Il va les reprendre. Il est terriblement impuissant, puisqu'il sait qu'il a une leucémie, qu'il devrait mourir normalement en 1948. Et puis, tout a été détruit autour de lui. Et en fait, c'est sa force spirituelle, c'est cette force spirituelle qu'il a construite avec Midori, qui va lui permettre
de non seulement survivre, mais revivre. C'est-à-dire véritablement dépasser l'angoisse, la peur, la haine, la colère, l'auto-complainte dans lesquelles il aurait pu tomber, pour donner espoir aux autres survivants et assurer l'avenir de ses enfants et témoigner. Témoigner, pour que l'on sache l'horreur des armes nucléaires. Donc témoigner en faveur de la paix, en suppliant qu'on arrête d'utiliser les armes nucléaires. Témoigner de ce que la haine, en fait, n'est qu'un la guerre n'est qu'un antagonisme de haine. Et donc témoigner de ce qu'à l'inverse, la seule façon d'arrêter la haine, c'est d'aimer son voisin. C'est pour ça que il fera reconstruire sur les cendres de sa maison un petit ermitage, une petite cabane dans laquelle il va s'installer, qu'il appellera Nyoko Odo, c'est-à-dire « aime ton voisin comme tu veux être aimé toi-même ». Voilà, pour témoigner de la première attitude de paix, de la première attitude qui peut ramener la paix. En novembre, il y a une messe qui est dite dans les vestiges de la cathédrale d'Urakami par l'archevêque de Nagasaki. Et à cette messe, on demande à Takashi Nagai de témoigner encore. Et Takashi Nagai, qui a entendu que des gens se plaignaient en disant « Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que Nagasaki, qui n'avait rien fait, soit bombardé ?» va dire « Mais en fait, réfléchissez. Regardez toute l'histoire du Japon. La chrétienté au Japon a été un enfant battu, maltraité, qui a subi des persécutions. Les Japonais chrétiens ont vécu 250 ans dans la clandestinité. C'est donc quelque chose de très pur, très fort et très fragile. C'est un agneau. Et au fond, si Dieu a permis que la bombe tombe sur Nagasaki, ce n'est pas un châtiment, c'est une offrande pour que la guerre s'arrête. Et le fait est que après 2 bombes, la 3e qui était prévue n'est pas tombée. Et le 15 août, le Japon a capitulé. Voilà, exactement. Merci infiniment d'évoquer avec tant de talent Midori et Takashi Nagai, que nous avions évoqué au micro de Libre Journal de la Transmission avec Nathalie Fourmy, qui a fait une magnifique BD aux éditions Plein Vent. Une BD qui a d'ailleurs reçu le prix de la bande dessinée chrétienne 2025 à Angoulême. Donc c'est quand même extraordinaire. C'était sa première bande dessinée. Elle a écrit et dessiné. Je la recommande, mais à tout le monde. Nathalie Fourmy, Nagasaki 1945. Et puis, si l'on veut aller plus loin, compléter un autre support, on peut peut-être citer Ariane Medledge, Le sourire des cloches de Nagasaki, qui est à nouveau disponible depuis novembre 2024 aux éditions Nouvelle Cité. C'est à travers ce livre qu'on va retrouver Takashi Nagai le mieux. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez sinon ? Alors, vous nous donnez une très bonne sélection de départ. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est de voir la conjonction petit à petit d'intérêts qui s'est faite comme un faisceau, en fait, comme un bouquet de préoccupations de personnes, de belles personnes, en fait, qui ont cherché à comprendre et qui ont écouté ce témoignage. Alors, Le sourire des cloches de Nagasaki, il est écrit par le fils de Takashi Nagai, Makoto Nagai, l'un des 2 enfants survivants. Ce fils avait 10 ans pendant la guerre, il avait 16 ans quand son père est mort, puisque Takashi finalement est mort en 51, et il a été tellement marqué par son père qu'il a vraiment voulu témoigner dans ses écrits. Il est devenu journaliste après. Il a écrit un seul livre et il a voulu témoigner de la résilience de son père. Mais il y a aussi d'autres livres. Nathalie Fourmy a réalisé la maquette d'un livre qui s'appelle « Chants de guerre, chants de paix » à Nagasaki, vie du professeur Takashi Nagai, qui a été écrite par Haruki Katayama. Voilà. Et c'est un livre très émouvant aussi, publié en 2022 chez Honto. Et c'est un témoignage qui voulait mettre à la portée des jeunes la vie du docteur Nagai, parce que Haruki Katayama, qui est une universitaire japonaise, s'est rendu compte que les jeunes, en 2020, avaient oublié Takashi Nagai. Et donc elle s'est dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et elle a donné un récit à leur portée, très vivant, très fidèle à l'esprit de Takashi Nagai, à partir de la compilation des 18 livres de témoignages qu'a écrit Takashi Nagai. Et il y a encore la réédition, en 2023, du livre de Paul Takashi Nagai, Les cloches de Nagasaki. Donc, pas le sourire des cloches, mais les cloches. Édité encore aux éditions Honto par Charles-Henri Dubail, qui redonne le manuscrit de Takashi Nagai tel qu'il était en 1949.
On peut aussi renvoyer nos auditeurs vers Requiem pour Nagasaki, que l'on peut trouver d'occasion et neuf toujours. Donc c'est très beau que nous ayons commencé cet entretien, Ariane de Medledge, par ce témoignage. Voilà, on passe par des personnes qui d'ailleurs, ce couple, ça nous renvoie à notre première partie d'émission sur la sainteté. Il y a un procès en béatification pour tous les deux, un couple saint. Ça, c'est magnifique. Tout à fait. Un très, très beau témoignage. Vous venez nous présenter cette exposition à laquelle j'engage vraiment tous nos auditeurs à se rendre à la mairie du 5e arrondissement. Je voudrais savoir, Ariane de Medledge, ce qu'on va y trouver, et notamment vous, avec votre œil de passeuse. Vous êtes guide conférencière, vous êtes historienne, vous êtes devenue professeure de lettres et maintenant guide conférencière. Dites-nous ce que des jeunes peuvent y trouver. Vous avez dit que tout cela commençait à être oublié, y compris au Japon. Dites-nous ici comment vous avez choisi, vous, tous les organisateurs de cette exposition, de parler aux jeunes de ces bombes atomiques. Alors, cette exposition, elle est née en fait de la rencontre, d'une discussion entre Monsieur Jacques-Charles Gaffiot, le commissaire principal, et le directeur du musée des 26 martyrs de Nagasaki, le père Renzo de Luca, qui est un jésuite. Monsieur Jacques-Charles Gaffiot avait réalisé une autre exposition en 2024 au MEP sur l'histoire des chrétiens au Japon. Étrangères de Paris. Pardon, oui, sur l'histoire des chrétiens du Japon. Et il était allé rapporter au père Renzo de Luca les objets. Et du coup, en discutant, le père Renzo de Luca lui a dit « Mais il y aurait quelque chose à dire sur cette commémoration qui arrive sur le bombardement de Nagasaki, la résilience, etc. » Donc l'exposition va parler d'une façon finalement très intéressante parce que synthétisant 80 ans de mémoire et synthétisant plus de 250 ans d'histoire. Donc elle va présenter d'abord vraiment en focus l'impact de la bombe immédiatement le 9 août à 11h02 pour montrer le nombre de victimes, ce qui s'est passé, des objets qui en témoignent, des photos aussi. Et puis après, elle va remonter en arrière pour montrer les liens entre le Japon et l'Occident. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ces liens, ils sont à la fois un témoignage sur l'histoire des missions, puisque c'est par la rencontre des missions que se fait la rencontre entre le Japon et l'Occident, mais aussi un témoignage sur la modernité. Parce que cette rencontre au XIXe siècle, elle va se faire par la recherche du Japon de capter les savoirs et techniques que l'Occident a développés, entrant lui-même dans une nouvelle ère de rapport au monde et d'accès à la connaissance. Et en fait, on comprend en regardant l'espèce d'ambivalence entre le Japon et l'Occident, c'est-à-dire la rencontre d'une source spirituelle par l'accueil des missionnaires, la peur de la société médiévale japonaise d'être déstabilisée et de voir tout son système de valeurs perturbé, qui va provoquer la fermeture complète du Japon, et donc l'isolement du Japon du reste, en tout cas de l'Occident pendant 3 siècles à peu près, puis ensuite la réouverture parce que l'Occident lui-même a bougé. Et que l'Occident lui-même, devenant scientiste et positiviste, s'engage, c'est prométhéen en fait, dans une espèce de recherche de plus de progrès, plus de savoir, plus de confort, plus de puissance, mais en même temps, sans le savoir, s'engage dans une course de plus en plus forte à l'oubli de ce qu'est vraiment l'être humain et à l'affrontement, à la rivalité, à la compétition. Et le Japon, qui ne veut pas être en reste. Vous voyez, c'est amusant parce que on pourrait presque faire une espèce de psychanalyse de l'histoire du Japon. Le Japon, au Moyen-Âge, avait peur de l'Occident parce qu'il menaçait sa stabilité. Le Japon, au 19e, a peur de l'Occident parce qu'il le menace dans son ouverture au progrès. Et donc, il va y avoir à nouveau une nouvelle course, en fait, cette fois-ci, à l'acquisition des techniques, du savoir, etc. Et le Japon veut être un géant sur la zone Asie-Pacifique pour contrecarrer cet Occident qui a l'air de se constituer en
en grande puissance sur la zone occidentale. Et ça, vous arrivez, Ariane de Medledge, à travers l'exposition, à le faire comprendre à un jeune public scolaire. Vous allez accueillir des groupes scolaires, vous-même guide conférencière, vous proposez des visites guidées. D'ailleurs, dites-nous comment vous contactez, comment le faire. Mais vous arrivez concrètement à leur faire saisir cela. Comment avez-vous procédé sur le plan muséographique, je dirais presque? Eh bien, en fait, c'est à cause de tout ce qui est présenté dans l'exposition. C'est-à-dire que vous avez des objets qui sont des témoins du Japon ancien. Vous avez des tableaux qui vous montrent, par exemple, un seigneur japonais dans toute sa puissance. Vous avez des tableaux qui vous parlent d'une délégation japonaise qui est venue voir le pape au XVIe siècle. Vous avez des tableaux qui vous expliquent la représentation de la famille impériale japonaise. Vous avez des armures de samouraï. Enfin, voilà, vous avez des tas de choses qui vous montrent cette puissance du Japon. Et puis après, vous avez des objets modernes. Et alors vous avez cette fameuse pendule qui est arrêtée, mais elle est délicieusement rétro en fait. Et elle montre la vogue que pouvaient avoir certains objets modernes dans les années 30. Vous avez des décors japonais, un rappel du japonisme sur l'art déco. Vous avez ensuite des unes de journaux qui vous montrent la croissance des antagonistes. Vous avez des cartes qui vous montrent l'extension du conflit Asie-Pacifique. Et là, vous comprenez que l'Occident n'est plus le même et le Japon n'est plus le même. Et donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire, et c'est pour ça que j'ai proposé dans le livret pédagogique une chronologie en fait en 3 parties. Vous comprenez que véritablement, tout le monde est d'accord là-dessus. Le monde contemporain est un monde de rupture. On a posé la période d'histoire contemporaine à 14-18 parce que c'était un conflit mondial, c'était la première fois qu'il y avait une guerre totale. On le voit se développer en 39-45. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà les progrès scientifiques, techniques de communication du 19e qui vont aboutir à ça. Donc c'est en fait une matrice intellectuelle qui provoque une expansion technique, industrielle sans précédent, mais qui va aussi amener avec elle un antagonisme, un impérialisme. Vous voyez, on parle au XXe siècle de la montée des impérialistes qui amène à la guerre de 39-45. On est vraiment là dans le résultat de tout ce qui s'est noué depuis le XIXe siècle, en fait. Quelles classes au collège, c'est très pragmatique ma question, sont les plus concernées par ces questions-là? Si je suis professeur d'histoire ou professeur de français, enfin, je pense que ça peut aussi être évidemment très positif. Quelle classe particulièrement voulez-vous accueillir? Dites-nous comment et comment procéder pour vous rencontrer, pour aller visiter. Pour les classes, en fait, j'ai essayé de faire un petit tableau qui croise les thèmes de l'exposition et les programmes scolaires. Il me semble, alors je disais dans l'introduction du livret, en fait, le Japon et l'Orient ne sont pas un thème à la mode dans les programmes scolaires. On s'est beaucoup plus centré maintenant sur la Méditerranée, les rapports avec le monde arabe et les peuples autour de la Méditerranée. Mais l'Orient est quand même intéressant parce que le début des missions, donc de la curiosité occidentale, est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on a à la fois la Méditerranée, mais aussi l'Extrême-Orient. Quand même, on a les récits de Marco Polo, les voyages de Jean de Léry, etc. Donc après, ce qu'il faut voir, cette exposition, elle est quand même assez dure. Donc, si on y emmène des jeunes, moi je pense que de toute façon pas en dessous du collège. Puis si on y emmène des jeunes, il faut cibler un petit peu. Je pense que ça peut intéresser les cinquième, dans la découverte de l'autre. Parce que justement, la première partie de l'exposition, elle est vraiment très très bien faite. La première partie de l'exposition, en parlant des missions, en parlant de la façon dont les missionnaires vont voir le Japon, en parlant aussi de la fécondité qui va naître de cette rencontre, puisque on a une école d'art religieux créée au Japon à partir des canons occidentaux. Et donc on voit comment petit à petit les Japonais vont s'approprier des techniques artistiques occidentales pour reproduire des œuvres. Et puis à l'inverse, on va voir ensuite comment le japonisme va influencer les arts occidentaux. Donc tout ça, ça peut être vraiment très intéressant sur le thème de la découverte de l'autre, la rencontre de l'autre. Après, à partir de la 3e, les jeunes, dans leur programme d'histoire, ont vraiment la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on peut s'axer plus sur les relations Asie-Pacifique
à partir de 1937, et puis sur la bombe atomique elle-même. Donc on intéressera les troisièmes sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'était une guerre totale, une guerre de destruction massive? On intéressera les premières et les terminales sur la guerre totale aussi, mais tout cet aspect de relations internationales. Et là, vous voyez, c'est amusant parce que ça fait vraiment... Enfin, c'est amusant, si on peut se permettre sur un sujet aussi grave, mais on comprend mieux Tintin, par exemple. Pourquoi la délégation japonaise quitte d'un air offusqué la SDN en 1937, mais c'est pour s'affirmer et légitimer son entrée en guerre contre la Chine. Ces histoires de trains qui déraillent, qui vont faire que Tintin rencontre Chang, on est complètement dedans. Donc on peut faire des recoupements et on peut comprendre l'aspect des relations internationales. Et puis après, sur le plan des arts plastiques, on peut toucher les 5e, les 4e et les 3e, parce qu'il y a eu un objectif de découverte d'autres cultures, d'autres codes iconographiques, et il y a un objectif d'acquisition d'une culture plastique. Et là, moi, j'ai trouvé que cette exposition qui présente des choses très variées, des sculptures, des petites statues, des estampes, des peintures, propose vraiment aussi, donne des idées. Il y a même à un moment donné un ensemble d'origami, parce qu'il y a une petite jeune fille qui à 13 ans est morte d'une leucémie à la suite de l'irradiation, et ses amis lui disent mais fais le vœu des 1000 grues. Alors là c'est plus du tout chrétien, c'est vraiment japonais, mais fais le vœu des 1000 grues, et si tu fais 1000 pliages de grues en origami, ton vœu se réalisera. Donc bien sûr elle demande la guérison. Elle est morte, la pauvre, avant, mais ses amis ont décidé de terminer le pliage. Et vous avez ça. C'est une très belle histoire. Et en art plastique, par exemple, vous pouvez tout à fait apprendre ce que c'est que l'origami, proposer une composition, expliquer ce que, en fait, c'est une démarche spirituelle qui peut être au départ à la base d'une démarche artistique, quelle que soit la spiritualité que vous développez. Et donc, vous remontrez quelle est la source de l'art, en fait. Alors, nous parlons de l'exposition L'Art de la paix, Nagasaki, 9 août 1945, 11h02, qui se tient depuis le 31 octobre et jusqu'au 17 novembre. Donc, il nous reste une semaine pour aller voir cette exposition à la mairie du 5e arrondissement de Paris, 21 place du Panthéon, dans le 5e. Et vous, Ariane de Medledge, vous proposez d'être guide conférencière. Il y aura d'autres guides. On peut venir de manière impromptue avec un groupe. Comment prendre contact? Dites-nous. Tout à fait. Alors, l'exposition est ouverte tous les jours du 31 octobre au 17 novembre, de 10h à 18h, je crois, ou de 11h à 18h. Mais vous avez toutes les informations sur le site de l'association Art Sacré 2, vous avez le dossier de presse, et puis sur le livret pédagogique qui est aussi sur le site. Vous avez des guides conférencières qui seront bénévoles de l'association, qui proposent la visite le samedi à 15h, tous les samedis de la période, plus le mercredi 12 novembre. Et moi, je peux, si des personnes souhaitent y emmener des classes ou venir visiter en famille, guider l'exposition. Alors, c'est mon métier, donc j'ai un tarif voilà, de 7 € par personne, ou d'un montant à définir pour une classe qui est mis sur le livret pédagogique. Et pour ça, vous contactez Catherine Beaugiraud, dont le numéro de téléphone est aussi sur le site de l'association. Alors, je vais le donner. Catherine Beaugiraud, 06 73 09 47 98. L'entrée est gratuite, mais vous pouvez prendre une guide conférencière, ce qui est recommandé si vous venez avec un groupe, évidemment. Et si vous voulez retrouver toutes ces informations, le site dont vous venez de parler, à Ariane de Medledge, l'Art Sacré 2, LARTSACRE, 2 en chiffres.com. Et là, vous trouverez tout au sujet de cette exposition. Il nous reste quelques minutes. Que voudriez-vous ajouter à cette question, au sujet de cette exposition, pardon, quelque chose qui peut-être particulièrement vous a touché, vous a étonné, Ariane de Medledge, en la préparant. Dites-nous. Alors peut-être... Ce qui m'a frappée, moi, c'est cette rencontre entre deux mondes, en fait. J'ai été émerveillée qu'on puisse faire... que des Occidentaux puissent s'intéresser à ce point à des Orientaux, au point de proposer une délégation de Japonais jusque chez le pape.
Et puis, j'ai été émerveillée de ce que cette exposition présentait tant d'objets qui parlent de la civilisation japonaise, notamment la calligraphie qui n'a encore jamais été exposée, qui s'appelle Eiwa-wo, paix sur terre, qui est de Paul Takashi Nagai, et qui fait l'objet de l'affiche de l'exposition. Mais j'allais vous parler de l'affiche. Je voulais savoir ce qu'était ce magnifique... On ne dit pas idéogramme pour les Japonais, non? Alors, on dit un kanji. C'est ça. Voilà, les kanji sont les caractères transcrits en japonais, enfin transcrits par les japonais, mais c'est le même principe que les idéogrammes. Et ça, c'est Takashi Nagai qui l'a fait, Oui, celui-là? tout à fait. Takashi Nagai, en magnifique. fait, était à la fois un médecin, mais aussi enfin, il avait une fibre artistique, c'était un philosophe. Et il y a plusieurs estampes très, très intéressantes qui sont présentées par lui. J'en présenterai, j'espère que j'aurai le temps de le faire, 2 autres dans un article pour une revue numérique qui s'appelle Nartex. Oui. Et donc, celui-ci, en fait, ce qui est très intéressant, donc vous avez le soleil rouge, un quart de soleil rouge du drapeau du Japon. En haut, en bas, vous avez une branche de cerisier qui évoque les 1000 cerisiers que Takashi Nagai a fait planter sur la colline d'Urakami pour annoncer la résurrection de la ville. Et au milieu, vous avez ce kanji qu'il a dessiné, en fait, qui donc veut dire paix sur terre, Eiwa-wo. Et si on l'analyse, alors, je ne suis pas japonisante, donc il faut surtout que les professeurs de japonais et de langues orientales me pardonnent, mais c'est juste ma sensibilité esthétique qui me fait dire. J'ai regardé un petit peu comment on fait un kanji normalement. On va de haut en bas et de gauche à droite. Quand vous regardez ici, malgré tout ce que vous pouvez voir comme dans l'écriture, l'intensité des traits de pinceau vous permet de voir comment c'est fait. Donc vous avez d'abord un premier trait en haut comme une barre horizontale. Puis ensuite, vous avez cette espèce d'entrelacs surprenant qui part de droite à gauche et non pas de gauche à droite comme ça devrait être dans les kanji, mais qui ensuite va de gauche à droite et puis qui fait des méandres un peu irréguliers. Et puis vous avez un dernier tracé qui est comme un H avec un bas de clé de sol ou une cédille. Et on dirait en fait, comment dire, une espèce de stabilité du ciel, une espèce de chaos par confrontation d'antagonisme gauche-droite qui finit par une cédille apaisée en bas, puis le dernier petit point à gauche. Alors j'espère que je ne trahis pas l'écriture du kanji, mais pour moi c'était vraiment le symbole de la paix, c'est-à-dire que le chaos finit toujours par être encadré par la sérénité. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Ariane de Medlech. Vous nous avez vraiment, vraiment emmenés. Et chers amis auditeurs, il vous reste 8 jours, 7 jours pour aller voir cette magnifique exposition à la mairie du 5e arrondissement. Toutes les références que nous avons indiquées, de livres ou d'informations, se trouveront sur la page de l'émission radiocourtoisie.fr, rc.fr. Chers amis, pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines.